Bon, ben merci d'être là. On a une belle brochette de personnes. J'espère que les discussions vont être intéressantes. Je suis content d'avoir des gens de comité logement aussi. Mention spéciale. Parce que moi, c'est très ancré, évidemment, dans certains comités logement. Bon, je ne suis pas membre du CREMIS, mais j'apprécie beaucoup les travaux du CREMIS, évidemment, comme chercheur travaillant un peu sur les inégalités, le vieillissement aussi. Et aussi, je me suis, dans ma thèse, inspiré, entre autres, de l'étude exploratoire de Fournier, Rose, Urtubise et Mécard sur la précarité résidentielle en région. Bon, je vais définir le concept un peu plus tard. Moi, je le définis différemment, mais c'est quand même en continuité. Donc, je me disais, pourquoi pas venir présenter quelque chose sur la précarité résidentielle ici, mais plus précisément ce qui a trait aux personnes vieillissantes. Est-ce qu'on m'entend bien dans le fond, Myriam, ça va? Et contrairement à mes collègues Victoria Burns, Tamara Sussman ou même Jean Gagné, qui je crois est dans le CREMIS, moi, je ne travaille pas sur l'itinérance. Je n'ai pas travaillé sur le passage du résidentiel locatif à l'itinérance. Donc, moi, je m'intéresse vraiment à ce qui se passe dans le parc locatif privé pendant l'occupation du logement. Mais ça pourra résonner sûrement avec les personnes qui sont en itinérance parce qu'on s'entend que c'est des continuums, c'est des parcours résidentiels qui se promènent comme ça. Donc, on va pouvoir voir c'est comment la précarisation dans un contexte de gentrification. De toute façon, c'est sûrement des expériences que vous connaissez vous-même pour l'avoir vécu ou de vos proches, tellement la crise du logement en ce moment, elle est profonde, n'est-ce pas? Et je prolonge aussi dans ma thèse une autre étude, celle de Jean-Pierre Lavoie, Damaris Rose et encore Victoria Burns, que vous connaissez probablement parce qu'elle était venue présenter naguère, le grandi à Calgary, sur la gentrification dans la petite patrie dans le sud-ouest. Donc, j'essaie de me placer un peu dans ces réseaux de recherche-là. Bon, vous savez que c'est la crise, 1,5 % d'inoccupation. Quand j'ai commencé ma thèse, ce n'était pas techniquement la crise, mais les dynamiques spéculatives, la gentrification, étaient quand même là. C'est des tendances de fond qu'on remarque. C'est pas, le fait qu'on soit à 1,5 %, c'est sûr que ça aggrave les problèmes, mais qu'on soit à 4 ou à 5 %, les problèmes resteront là pareil. Je vais donc ici tenter de présenter les spécificités de la population âgée à faible revenu dans le parc locatif privé, en ce qui a trait justement à l'expérience des processus de gentrification à travers leur propre récit, mais aussi mes analyses, évidemment, comme anthropologue, chercheur en géronto-social. Donc, après, dans la discussion, j'espère qu'on arrivera à dégager certaines pistes pour l'intervention. La première ligne, c'est un peu la direction dans laquelle je m'engage en étant chercheur postdoctoral à l'École de travail social, parce que vous tous et toutes, bon, du moins celles et ceux qui vont à domicile, c'est sûr que c'est un moment privilégié. Déjà, vous avez beaucoup de travail, je le sais, mais ça peut être un moment privilégié pour dépister, détecter des situations problématiques avec des propriétaires, des situations qui vont possiblement s'envenimer dans le futur. Donc voilà, et je vais aussi évidemment critiquer les profondes failles dans les politiques publiques de maintien à domicile des personnes vieillissantes, notamment celles qui recommandent le vieillissement sur place, le vieillissement chez soi. Rapidement, un petit graphique. On parle souvent de la mobilité choisie chez les aînés. Est-ce que je vais m'en aller dans une résidence avec service? Est-ce que je vais m'en aller vieillir en Floride? On parle souvent de stabilité résidentielle. Je veux vieillir dans mon bungalow qui est déjà payé, dont l'hypothèque est payée. On parle moins bien, puis ça, c'est un biais de classe, selon moi, dans les travaux en gérontologie et aussi dans les politiques publiques, évidemment, des situations de mobilité contrainte, donc partir quand on ne veut pas partir. D'assignation résidence, qui pourrait se résumer aussi à de l'immobilité résidentielle subie. En anglais, on dirait stock and place, quand tu ne peux pas bouger de chez vous parce que c'est trop cher autour de toi, où c'est que tu veux aller. Et évidemment, c'est toute la notion d'incertitude résidentielle. Donc, cet état de « Ouh, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, vais-je partir, vais-je rester ?» Vous savez, c'est quoi? Alors, le plan de la présentation, rapidement le contexte de l'étude et quelques informations sur la situation de la gentrification. Quelques concepts, 2 concepts, pas plus, rapidement. Je vais parler un peu de mes questions de recherche, aussi de ma méthode parce qu'il faut bien, mais pas trop longtemps. Et après, on va entrer vraiment dans le vif du sujet, les contours de la précarité résidentielle pour finir là, sur les discussions. OK. On peut commencer. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Pierino Di Tonno, le photographe italien qui vivait au-dessus de l'épicerie Milano? En 2016, ça avait fait un battage médiatique. Je vous raconte son histoire parce qu'elle illustre beaucoup des dynamiques dont j'ai traité dans ma thèse. Okay? Donc, le 24 février 2016, un intervenant me téléphone pour me faire part d'une situation particulière avec un locataire vieillissant de la petite patrie. Oui, exact. Pierino Di Tonno, alors âgé de 82 ans, désirait contester un avis d'éviction pour subdivision envoyé à son domicile le 21 décembre par son propriétaire.
Pierino est alors hospitalisé pour des traitements de chimiothérapie contre un cancer de l'estomac. Un mauvais moment pour recevoir un avis des patients. Il n'a pas pu réclamer la lettre. Lorsqu'il revient chez lui vers la fin janvier 2016, il retrouve l'avis en question. Et puis là, il est à peine dans les délais parce qu'on a un mois pour contester, si j'en ai besoin. Donc, quelques jours avant la limite de la contestation, il contacte après le comité logement de la petite patrie sur les conseils d'une travailleuse de la santé. Durant son absence, le propriétaire avait échangé la serrure. Une pratique courante. Le 26 février, je me rends chez Ditonneau avec l'intervenant en question, certains reconnaîtront ici. Pierino Ditonneau nous raconte alors son histoire. Arrivé au Canada à l'âge de 20 ans, il s'est installé dans la petite Italie où il ouvre un studio de photo dans son appartement. Il y a une longue écriture extérieure, il photographié Al Pacino, Antonioni, tous les grands du cinéma italien, il allait à Venise, etc. Donc, sa maison est un véritable musée, elle est complètement remplie de photos, comme vous pouvez voir ici. Le plafond de sa cuisine fuit. La moisissure s'est immiscée dans la salle de bain. En plus de 40 ans, son loyer a très peu augmenté, passant de 150 $ à 525 au moment de la tentative d'éviction qu'il a subie. Si le prix du loyer avait suivi seulement l'inflation et même pas les prix du marché locatif où il était situé, parce qu'il est maintenant décédé sur Saint-Laurent, son loyer aurait dû s'établir environ à 750 $. Ça, c'est juste l'inflation, l'augmentation de l'IPC, etc. Donc, 525, c'était même en dessous de l'inflation. Il ne se souvient plus la dernière fois où il a eu la version papier de son bail entre les mains. Ditonneau a eu le même propriétaire pendant la majeure partie de ces 4 décennies, ça c'est courant, et celui-ci n'a pas augmenté le loyer de manière substantielle, comme vous avez vu, il était même sous le marché, sous l'inflation. Les problèmes de Pierino Ditonneau et de ses voisins ont commencé lorsque la fiducie Angelina Zaurini a racheté l'épicerie Milano et les bâtiments en juillet 2012. Donc, souvent, les problèmes arrivent quand il y a un nouveau propriétaire. Hein? Ça, c'est assez courant, puis vous le voyez sur le terrain. Parce qu'évidemment, que faire d'un bâtiment dont les loyers sont sous le marché? Il faut les monter. J'apprends alors que le comité désire organiser un battage médiatique. On fait une manifestation en face de Milano. Pierino me dit, je ne veux pas aller dans un endroit pour attendre la mort, ce serait comme me donner un coup de poignard. Lui, il veut absolument rester chez lui, même si l'appartement fuit, moisi, OK, il a vécu là toute sa vie, dans la petite Italie, il ne veut pas bouger. Il va voir un avocat à l'aide juridique. L'avocat est, ma foi, pas d'une très grande aide. Il me dit, il se confie à moi, je suis seul comme un chien, ici c'est la place pour les gens misérables comme moi. Il a vécu une espèce en vivant cette tentative d'éviction-là, c'est comme s'il vivait une disqualification sociale, si on veut dire. Il était à la Mostra de Venise à chaque été pendant 40 ans, et là, il se fait mettre dehors de chez lui. Il n'y a personne autour de lui, il n'y a pas beaucoup d'amis, il n'y a pas de famille, donc il ne sait pas où aller. Évidemment, le comité logement remarque que les voisins et les voisines de Pierino sont aussi menacés par des avis d'éviction, certains illégaux. Finalement, l'avis d'éviction est non conforme parce que ce n'est pas dans les délais prévus par la loi, heureusement. Mais les Zaurini ont réaffirmé vouloir recommencer la procédure d'éviction l'année d'après en respectant les délais. Donc, théoriquement, si les détails administratifs étaient respectés par le proprio, il n'y avait aucune raison pour laquelle l'éviction pour subdivision ne passerait pas, parce que la plupart des évictions pour subdivision à la régie passent sur monstration des plans d'architecte. Donc, on sait que les causes à la régie du logement, les contestations sont environ à 80 ou 85 % pro-propriétaire. Donc, c'est très rare qu'on parvienne à invalider des preuves déposées par un propriétaire comme des plans d'architecte bidons. Donc, comment on veut subdiviser un appartement qui est déjà minuscule? C'est un petit corridor. Ça, c'est la grande question. Donc, techniquement, ça allait se reproduire, sauf qu'il y a eu, entre-temps, une nouvelle loi dont je vais vous parler dans à peu près 2 minutes. Parce que c'est important de la connaître, cette loi. La prochaine slide, c'est sur la loi. Okay? C'est la seule dimension législative dont je vais parler aujourd'hui parce que c'est un peu long. Donc, en condensé, qu'est-ce qu'on a dans la situation de Pierino? On a la spéculation immobilière agressive, hein, tributaire de dynamique plus large, qui relève de la gentrification et qui se manifeste au cœur de la relation locative. Faire pression, changer la serrure, être agressif, etc. Il y a les difficultés d'accès à la justice, la connaissance des délais prévus par la loi pour contester les reprises ou évictions. Il y a une intersection, évidemment, dans le cas d'une personne vieillissante, et pas uniquement, mais dans le cas d'une personne vieillissante, il y a plus de chances que ça se produise, avec des spécificités reliées au parcours de vieillissement comme la maladie. Donc, être hospitalisé pour un cancer et vivre une éviction au même moment. Et finalement, il y a un désir de rester sur place, de défendre son maintien dans les lieux. On va voir que ce n'est pas tout le monde qui a le désir de rester sur place, mais quand même. Le problème social du déplacement de locataires âgés
et je rajouterais de la précarité résidentielle, dans le cas de cette présentation-ci, n'est pas nouveau, même s'il est un problème public depuis assez peu de temps. Donc, en 87, il y a le groupe Information, Ressources, Femmes et Logements qui écrivait dans un rapport du FRAPRUS, c'est grâce à mon ami Jean-Vincent Bergeron-Gauvin que j'ai pu accéder à cette archive. Alors, la spéculation a des effets particulièrement néfastes pour les personnes âgées. En termes spéculatifs, une personne âgée n'est pas rentable, car elle demeure généralement dans un logement depuis longtemps et elle paie moins cher de loyer. Pour cette raison, elle est plus visée par les augmentations de loyer abusives, les reprises de possession et les avis de réparation majeures. Donc, on est en 87, on est loin de la gentrification telle qu'on la connaît. On voit donc se dessiner une tendance sociologique. Les locataires vieillissants, comme Pierino, paient généralement des loyers moindres que ceux du marché en raison d'une longue durée d'occupation, dans son cas plus de 40 ans. Alors là, c'est dur statistiquement de démontrer si c'est le cas à l'échelle du Québec. On sait que le RECLAC, le regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, les autres font toujours des statistiques à partir des données de leurs groupes membres. J'imagine que vous leur envoyez le membre du RECLAC. Ouais. Donc, à partir d'un échantillon de 139 de demandes de services dirigées à ces organisations membres, révèle que 60% des locataires en 2018 qui ont reçu un avis de reprise ou d'éviction habitaient leur logement depuis au moins 10 ans. Et 38% de cet échantillon-là, ils vivaient depuis plus de 15 ans. Donc, à partir de ce petit échantillon, on peut dire que, évidemment, plus tu vis longtemps dans un appartement, plus tu as chance de te faire expulser. Sauf que sans registre national des baux, c'est à peu près impossible de savoir ce qui se déroule à l'échelle du Québec parce qu'on n'a pas vraiment de données. Ça serait assez intéressant de le savoir, en effet. Maintenant, la nouvelle loi qui est passée, la loi 492, qui a donné un nouvel article dans le Code civil. Vous connaissez cette loi-là ou pas? La loi qui protège les locataires aînés de 70 ans et plus. Je vous en fais la mention, je vous la lis parce que dans l'intervention, justement, ça peut être vraiment utile de savoir que ça existe. Après, on va voir en discussion les limites aussi d'un cadre législatif parce qu'il faut quand même mobiliser la Régie du logement pour s'en prévaloir, évidemment. Premièrement, donc, un locataire, donc un propriétaire, ne peut reprendre un logement ou en évincer un ou une locataire lorsque ce dernier ou son conjoint, ça c'est intéressant, au moment de la reprise ou de l'éviction, est âgé de 70 ans et plus, occupe le logement depuis au moins 10 ans et dont le revenu est égal ou inférieur au revenu maximal lui permettant d'être admissible à un logement à loyer modique, je pense que c'est environ 28 500, vous me corrigerez, ça peut être augmenté un peu. Il peut toutefois reprendre le logement dans certaines exceptions, si le propriétaire est lui-même vieillissant, âgé de 70 ans et plus. Le bénéficiaire de la reprise est âgé de 70 ans et plus, donc mettre un père ou une mère, donc c'est des ascendants ou des descendants tout le temps, les reprises. Donc l'oncle, le cousin, ça ne marche jamais, c'est faut contester obligatoirement dans ces cas-là. Et troisièmement, il est un propriétaire occupant âgé de 70 ans et plus, il souhaite loger un proche aidant. Ça, j'ai hâte d'aller voir la jurisprudence pour voir comment c'est. Comment on prouve que la personne est proche aidante devant le tribunal? Bonne question. Je ne sais pas comment. Maintenant, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui fait que, justement, Québec solidaire, Françoise David, le comité logement de la petite patrie et d'autres acteurs ont poussé pour l'avènement de cette loi-là, de ce nouvel article, c'est-à-dire que les locataires âgés à faible revenu étaient plus vulnérables en tant que locatif privé. Donc, il y a plein d'autres groupes qui ont déposé des mémoires lors des audiences pour cette loi-là. Ils ont dit oui, mais ça devrait être étendu à d'autres groupes aussi, les femmes monoparentales, par exemple, les personnes handicapées. Et on ne peut pas s'arrêter à une seule sous-population. Ça, c'est une question dont on pourra discuter aussi dans la discussion, comment on fait pour faire des politiques législatives qui touchent tous les groupes locataires, entre guillemets, vulnérables. Bon. Qu'est-ce qui est spécifique dans le cas des personnes vieillissantes? Selon moi, vous pourrez rajouter des éléments dans la discussion si vous voulez. Donc, premièrement, on l'a vu, être locataire de longue date. C'est sûr que quand on a 40 ans, il y a moins de chances que ça fasse 40 ans qu'on vive dans un logement et qu'on a un bail à notre nom. Donc, quand on a 80, moi, j'ai rencontré des gens qui vivaient depuis 45 ans dans leur appartement. Deuxièmement, il y a le problème de l'isolation sociale. Comme Pierino, environ un tiers, presque un quart des personnes, un tiers, presque un tiers, des personnes âgées de 65 ans et plus dans les quartiers centraux de Montréal qui sont dites isolées socialement. Donc, ils ne voient qu'une personne par semaine, et ça peut être donc un intervenant du CLSC, etc. Donc, quand on est isolé socialement, on ne sait pas que la ressource existe, on ne sait pas que le comité logement existe, on ne connaît pas nos droits, c'est très compliqué. Évidemment, connaître les délais
pour contester des avis de reprise ou d'éviction, ça peut être extrêmement intimidant. Donc, l'isolation sociale est un gros facteur de risque. Troisièmement, enjeu de santé, on l'a vu dans le cas de Pierino aussi, disponibilité des services pour le maintien à domicile, c'est sûr que ça peut affecter la capacité de se maintenir chez soi. Ensuite, le fait de dépendre de revenus fixes, et ça, c'est très important, puis ça, on le voit aussi dans d'autres catégories sociales, comme l'aide sociale, évidemment, mais quand on dépend des pensions fédérales, on a plus ou moins cotisé au régime québécois de pension parce qu'on a fait des petits métiers, on a travaillé à gauche, à droite, au noir peut-être, on n'a pas cotisé beaucoup. Donc, ces revenus fixes-là, évidemment, ne sont pas indexés à la hausse du coût de la vie suffisamment. Des fois, c'est 1 2 Ils ne sont surtout pas indexés à la hausse du coût de l'alimentation et surtout pas à la hausse du coût des loyers. Donc, le taux d'effort sur la part du budget que les ménages allouent au logement et aux trucs associés comme l'électricité, a beaucoup de chances d'augmenter lorsque la personne va quitter son logement ou lorsque le propriétaire va changer, etc. Donc, c'est un problème, évidemment, de mobilité dans l'espace urbain, le fait de dépendre de revenus fixes, si les loyers augmentent aussi rapidement qu'ils le font en ce moment. Et finalement, il y a toutes les dimensions du parcours de vie, sexisme, âgisme, racisme, capacitisme, qui peuvent avoir mis les gens dans des positions sociales plus fragiles, évidemment. On va regarder le risque et la fragilité, la vulnérabilité avec un œil critique. Hein, les gens ont de la gentilité aussi, évidemment. C'est un problème qu'on a tous et toutes, j'imagine, de comprendre à la fois les processus qui fragilisent les gens et leur capacité d'action. Ça va pour l'instant? Je ne vous ai pas perdu. Rapidement, on va juste définir deux petits concepts parce qu'ils sont assez essentiels. La gentrification, hein. Vous savez, tout le monde sait un peu c'est quoi la gentrification, mais ma définition, puis c'est sûr qu'il y en a 1000 définitions, puis il y a 1000 processus de gentrification. Ça se passe pas de la même manière dans le sud-ouest, sur le canal de la Chine, que dans la petite patrie. Ça se passe pas de la même manière à Londres qu'à New York. Ça se passe pas de la même manière à San Francisco qu'à Montréal, quoique, avec les histoires d'intelligence artificielle, on devient San Francisco du Nord. La gentrification constitue la plupart du temps donc une recomposition des classes sociales dans un espace donné. Davidson et Lees soutiennent qu'elle est constituée par 4 dynamiques concomitantes, okay, qui peuvent différer de forme et d'intensité selon les contextes géographiques et temporels. Donc, premièrement, il y a un réinvestissement en capital par des investisseurs et des acteurs financiers et ou gouvernementaux. Donc, ça peut être des subventions, des crédits d'impôt, mais ça peut être aussi donc, du capital privé. On le voit dans le centre-ville, juste à côté d'ici, la tour Maestria qui va pousser dans pas longtemps 60 étages résidentiels à côté de la place des Arts. C'est très, très joli. L'arrivée de groupes... Ben, exactement, c'est ça. Les investisseurs, on pense que c'est peut-être des fonds d'investissement new-yorkais ou à la Barbade, mais ça peut être l'Afrique. Deuxièmement, l'arrivée de groupes mieux dotés en capital économique et on pourrait rajouter et ou culturel, symbolique, voire politique. Donc, évidemment, c'est les groupes les plus visibles dans la gentrification, c'est les jeunes professionnels éduqués, la classe créative, donc dans les emplois, business, intelligence artificielle, etc. Mais on peut gentrifier aussi en étant pauvre économiquement, en étant des étudiants avec plus de capital culturel. Schlager, c'est un bon exemple il y a 10 ans. Maintenant, Schlager, on est rendu ailleurs. On est rendu dans une autre type de population qui arrive là, avec beaucoup plus de revenus, évidemment. Troisièmement, évidemment, la gentrification passe inexorablement par des changements prenant place dans l'environnement urbain. Dans le bâti, on le voit avec des nouvelles constructions, les condos. L'offre commerciale va changer, et ça, c'est un gros effet sur les populations de longue date qui ont des revenus fixes, parce que quand l'épicerie, 5 saisons, ouvre à côté de chez vous, puis avant, c'est un petit commerce familial, donc les prix peuvent doubler, tripler, tu n'as plus le budget pour te payer ton épicerie. Et sûrement, beaucoup de gens ici le voient avec votre population. Dans le centre-sud, c'est un gros problème aussi. Et quatrièmement, le déplacement direct et ou indirect de groupes sociaux marginalisés. Toujours très difficile à mesurer statistiquement. Moi, je ne suis pas un expert des chiffres, mais le déplacement, comment on fait? Là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça fait déjà 20 minutes, mais c'est très dur à faire parce que on n'a pas nécessairement un GPS sur chaque personne pour savoir où est-ce qu'elle s'en va, pour mesurer des groupes statistiques à l'échelle des secteurs de recensement, mais on ne sait pas pourquoi les gens ont bougé. Donc, je passe, déplacement direct, ça se produit quand on est dans un logement. Déplacement indirect, c'est tout ce qui se passe autour, finalement, quand le quartier change, quand on se sent un peu poussé en dehors. Précarité résidentielle, rapidement. Pour une chercheure française, Dietrich Ragon, c'est le fait de souffrir d'une position résidentielle fragilisée. Bon, c'est un peu tautologique. Pour Fournier et Hall, donc ici du Crémis, la précarité résidentielle
pour eux, ça recouvre différentes situations. Le fait de vivre en hébergement temporaire, dans des logements inadéquats, des maisons de chambre, des motels, des retraites dans les congrégations religieuses, du couchsurfing, donc des situations résidentielles temporaires. Moi, je définis la précarité résidentielle plutôt comme un continuum de situations qui rendent l'occupation présente du logement incertaine, inadéquate ou inabordable, et la forme la plus extrême de précarité résidentielle, c'est l'expulsion. Donc, est-ce que ça couvre toutes les situations de précarité résidentielle? Non, mais ça couvre celles que j'ai étudiées. Donc, c'est tous les phénomènes, et là, j'en nomme deux gros facteurs qui contribuent à cette précarité-là, c'est les comportements des propriétaires dans la relation locative propriétaire-locataire et les transformations de la gentrification dans l'environnement du quartier. Donc, c'est le mélange de ces deux dynamiques-là qui vont créer certains degrés de précarité résidentielle que j'appelle et qui vont miner ce que j'appelle aussi, ce que d'autres appellent la sécurité d'occupation, qui est quoi? Hein? Qui est la mesure selon laquelle un ménage qui occupe un logement loué peut en faire un chez-soi et y rester aussi longtemps qu'il le désire, sous réserve évidemment de respecter ses obligations légales. Donc, quand on ne paie pas son loyer, évidemment, on est évincé pour non-paiement. Mais la sécurité d'occupation idéale, ça serait de dire, c'est chez moi ici, j'y reste toute ma vie, il n'y a personne qui peut m'en déloger. Donc, c'est évidemment un idéal parce qu'on a vu que même les propriétaires, dans la crise des subprimes, beaucoup de gens aux États-Unis et en Espagne ont été délogés de chez eux par les institutions financières. Donc, être propriétaire ne te protège pas complètement contre l'expulsion. Quelques situations qui fragilisent les personnes âgées au niveau du logement, OK? Être retraité et détenir une très grosse hypothèque. Hein? Donc, évidemment, quand on a des revenus fixes, on a une très grosse hypothèque encore à payer, un taux d'effort élevé, ça fragilise économiquement. Deuxièmement, louer un logement dans le parc locatif privé en jouissant d'un faible revenu. Bon, ça, c'est le cas dans ma thèse. Troisièmement, louer une unité dans le parc de logement social où la sécurité d'occupation n'est pas garantie à vie. Il y a un problème dont je n'ai pas traité dans ma thèse qui est celui des personnes justement en coopérative qui ont peur de ne plus pouvoir rester là parce qu'ils sont plus capables de faire les tâches. Ça, j'imagine que vous le voyez sur le terrain aussi. Donc, c'est un enjeu qui n'a peut-être pas été réfléchi à la Fondation des coops, ou dans certaines coops le font, certaines ne le font pas de temps, mais je parlais à des gens qui avaient peur justement de se faire expulser à cause de ça. On pourrait rajouter les propriétaires à moyen faible revenu qui sont propriétaires de longue date, mais qui subissent des hausses de taxes terribles. Il y a un crédit d'impôt provincial pour absorber ces hausses de taxes-là, mais ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Et ce n'est pas tout le monde qui ne couvre pas non plus toutes les hausses de taxes. Allons-y pour la métaux rapidement. Très vite, là, parce que... Bon, ça, c'est mon petit schéma, je vous le présente plus tard. Les questions de recherche, je veux savoir comment ils percevaient la précarité résidentielle, quel type de relation on avait avec les propriétaires. Et j'ai travaillé avec des gens dans les comités logement. Donc, je voulais savoir comment la participation dans les comités logement, parce que c'est des gens qui sont membres à plus ou moins de façon plus ou moins intense, un membership actif dans les comités logement. Donc, je voulais savoir comment ça pouvait agir sur la situation et où ces locataires pensaient se loger à court ou moyen terme. Un terrain d'environ 2 ans d'observation, 4 comités logements, Villeray, Petite-Patrie, Plateau et Rosemont. J'ai fait une première phase d'entrevue, environ 13 personnes, surtout des intervenants de comité, des travailleurs sociaux, des avocats, pour un peu comprendre la situation d'un point de vue large. Et ensuite, j'ai interviewé 18 personnes vieillissantes, sorties du terrain en mai 2018, écriture, et me voilà. Donc, ça c'est où j'ai travaillé. Évidemment, le cœur de Montréal. Les participantes, là, je vous en dis un petit mot sur elles. 15 femmes et seulement 3 hommes, surreprésentation des femmes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous le voyez aussi, beaucoup de membres actifs des comités sont des femmes vieillissantes. Peut-être que les hommes ont moins envie de parler aussi, je ne sais pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que selon les chiffres que je vous présenterai dans la discussion, si vous en voulez, j'ai ça en réserve, les femmes âgées vivant seules sont beaucoup plus à risque d'être précaires économiquement que les hommes âgés vivant seuls, parce qu'ils ont de moindres revenus de retraite, parce qu'ils ont occupé des emplois moins stables durant leur parcours de vie. Donc, c'est un effet direct. Ou ils ont pris soin des enfants, ou ils ont fait du travail, du care, etc. Donc, les femmes âgées souvent précaires. Moyenne d'âge de 70 ans. J'ai des personnes de 60 ans en pré-retraite, j'en ai qui ont 83 ans. Donc, un niveau d'âge est absolument varié, donc à peu près sur 25 ans. La plupart vivaient seuls. Les personnes en bas de 65 ans étaient pas mal toutes sur l'aide sociale. Il y avait hâte en maudit d'avoir leur revenu de retraite pour
monter un peu de niveau, même si c'est absolument pas tant que ça, mais par rapport à l'aide sociale, ça peut paraître beaucoup. Donc, il était comme, quand je vais avoir ma retraite, je vais faire un move, je vais changer d'appartement ou je vais aller ailleurs. On attendait ce revenu-là. La plupart vivaient seuls, sauf 2 personnes qui vivaient avec leur fils de 40-50 ans, donc dans des situations particulières. Il y en avait quelques-unes aussi dans des logements sociaux ou coopératives. Alors, on rentre dans le vif du sujet parce que déjà, ça fait déjà 25 minutes. Alors, vous me voyez ici sur le terrain dans une manif, la journée des locataires. Je vous conseille de venir, c'est le 24 avril prochain. Donc, il est impossible d'aborder la précarité sans évoquer minimalement la biographie des acteurs et des actrices. J'en parlais, là, le fait d'avoir des moins grosses pensions, mais c'est un effet cumulatif des différentes formes d'exclusion sociale au cours du parcours de vie. Les personnes interrogées, qu'elles étaient soit retraitées ou l'aide sociale, avaient du mal à répondre à leurs besoins avec leurs revenus. Les femmes qui ont travaillé ont fait des petits métiers, certaines ont eu des maladies chroniques, d'autres ont pu s'occuper des enfants et vivaient pour la plupart seules. Bon, des femmes divorcées, monoparentales. Donatella Fabrizi, 78 ans, possédait naguère une maison, mais s'est divorcée et s'est retrouvée dans le parc locatif dans la soixantaine. Puis, elle a été victime d'expulsion au moment de notre rencontre, donc c'est comme une disqualification sociale si on veut. Ces femmes, pour la plupart, donc, faisaient l'expérience de ce qu'Evandro Iglesias nomme la pénalité d'avoir pris soin. Le travail de care qui diminue les revenus de retraite et la stabilité financière. Et évidemment, comme je l'ai dit, les revenus ne sont pas indexés suffisamment au coût de la vie, au prix de l'alimentation, de l'énergie, du transport et surtout des loyers. Comme Mme Beausoleil me l'a confié. Là, je vous raconte un peu leur propos. Moi-même, quand je reçois mon régime des rentes du Québec et ma sécurité de la vieillesse, quand ma sécurité de vieillesse ou mon régime des rentes m'augmente de 1 quelques %, je ne peux pas suivre. Second constat, en raison d'une longue durée d'occupation, parfois d'un coup de chance, et surtout qu'à certaines d'entre elles refusaient systématiquement des hausses de loyer abusives année après année, parce qu'ils étaient membres des comités logement, ils connaissent leurs droits, ils ont peut-être moins peur de contester une hausse. Le coût des loyers de ces locataires était généralement bien en dessous des prix du marché. Par contre, certaines d'entre elles supportaient quand même des taux d'effort de 50 %, soit la moitié de leur budget consacré au logement. La plupart ne pouvaient pas absorber des coûts de logement plus importants sans se précariser encore davantage et affecter vraiment la qualité de leur alimentation. Parmi les locataires que j'ai interviewés, Iris Pouliot, 62 ans, était celle qui détenait le logement le moins cher en fonction de sa grandeur. Un 5,5 au rez-de-chaussée avec des moulures en bois, une cour dans la petite patrie à 445 $. Rez-de-chaussée, petite patrie. Son propriétaire avait réussi à reprendre son logement au cours de l'entretien en prétendant frauduleusement y loger son fils et elle se préparait à partir après 25 ans sans savoir où elle allait donc résider. Donc, après 25 ans, mais il y a eu 25 ans de conflits interminables avec son propriétaire. Donc, c'est beaucoup des capacités de résister à ces menaces-là dont je vais vous parler plus tard. Lors de mes visites dans leur logement, la plupart des participantes oscillantes me démontraient l'affection qu'elles cultivaient envers certains objets, un portrait, une peinture, et le dégoût qu'elles ressentaient devant le délabrement de certaines pièces, salle de bain, trop petite, mal ventilée, mal isolée, l'appartement fuyait. Il faut tenir donc un entrelacement dans leur narratif entre appropriation de l'espace physique, mais aussi animosité envers le propriétaire. Donc, nombre de ces locataires payant des loyers abordables n'ont pas voulu bouger. On les comprend. Et on dirait des logements inadéquats que pas nécessairement insalubres. Je n'ai pas vu beaucoup d'insalubrité. Devant des propriétaires souvent inactifs ou peu disposés à régler des problèmes relatifs au bâti, les locataires devaient user d'ingéniosité pour colmater les brèches à travers lesquelles le froid et le vent s'immisçaient en hiver. Mais ils dégageaient une certaine fierté. Iris Pouliot, dont je vous parlais, disait « En dernier, je ne pouvais même plus ouvrir la fenêtre parce que l'affaire de bois se détachait de la vitre. Je n'étais plus capable de patenter des choses pour l'isoler parce que je patentais. Je lui ai même dit merci parce que c'est grâce à lui que j'ai développé un paquet de talents en rénovation, en réparation. » Donc, on se retrouve avec des propriétaires qui sont souvent, vous en connaissez sûrement plusieurs, on les appelle pour un problème, ils ne viennent pas, évidemment. Donc, les gens sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes, elles-mêmes. Ils ont souvent même payé de leur poche les améliorations, aussi parce qu'ils ont peur de demander des améliorations sur le bâti, parce que ça pourrait se refléter dans la hausse, l'augmentation de l'année d'après, sauf que, bon, quand on fait bien le calcul, finalement, c'est minime la hausse. Mais les gens ont peur. Maintenant, comment qualifier cette précarité résidentielle? Okay? J'ai divisé en 4 catégories. La sécurité d'occupation, ben là, je ne vais pas en parler parce qu'on en parle souvent.
Et je vais me concentrer sur la menace indirecte que j'appelle la menace directe et l'expulsion. Donc, c'est à peu près 3 degrés d'intensité que je vois dans la précarité résidentielle. Lorsqu'un propriétaire décide d'employer des moyens explicites en vue du départ de locataire, il embranle une stratégie d'expulsion qui peut se traduire par l'emploi de moyens légaux ou illégaux, comme l'abus psychologique ou la négligence des travaux d'entretien. Ça peut être évidemment couplé à des méthodes légales, c'est ce que j'appelle la menace directe. Quand on parle d'expulsion, c'est que la personne n'a vraiment plus le choix en raison d'un verdict de la régie ou de pression trop grosse de quitter l'appartement. Là, je vous démontre ça à partir de leur propre discours. Donc, les menaces indirectes, premièrement, c'est quoi? C'est des locataires dont la sécurité d'occupation juridique est stable, donc il n'y a pas de problème, ils sont protégés par le bail, ils payent leur loyer. Par contre, ils doutent des intentions du propriétaire ou ils remarquent des changements prenant place dans leur quartier. Et ils peuvent remarquer aussi l'augmentation soudaine des prix des loyers autour de chez elles, qui mettront éventuellement en jeu leur possibilité de rester sur place. Évidemment, quand on paye un 4,5 à 450 $ et qu'on voit les 4,5 rendus à 1300, on se dit, hey, il y a intérêt à attendre la bâtisse soit à augmenter. Là. Il va se passer quelque chose dans pas longtemps. Le propriétaire ne peut pas laisser cette situation-là comme ça, à moins qu'il soit quelqu'un de vertueux, ou un bon catholique. Qu'est-ce qui change? L'offre commerciale, hein? France d'Église est véhémente. Je suis allé prendre un café tantôt, 12$ le grilled cheese, c'est moi qui dis ça. Là, elle me répond, hey, je m'excuse, j'y allais de temps en temps. J'ai dit, oui, je ne viens plus ici. C'est ça l'exclusion, c'est ça la violence. Claudette La Charité affirme que l'offre commerciale n'est pas adaptée à ses besoins. Mais ça ferme l'un après l'autre dans le coin les petits commerces. C'est ça la gentrification. On a eu des gymnases en place sur Saint-Laurent. Aujourd'hui, il faut faire de l'exercice pour être en santé. Mais les madames de 50 ans, ses amis, n'en font pas d'exercice parce qu'on est déjà trop maganés. Donc, les commerces ne reflètent plus la population de longue date. Le voisinage change, les cours se ferment, les voisins se parlent moins qu'avant et la construction de condominiums neufs est très remarquée et détestée. Ça pousse comme des champignons vénéneux après la pluie. Les loyers augmentent rapidement, ce qui peut produire un effet de choc. Raoul Chartrand m'expose cette dynamique en toute clarté. Okay? À un moment donné, on jasait avec sa voisine. Je lui dis, je ne sais pas combien il loue en face. Ça se loue 1500$ par mois. Là, j'ai demandé comment il a loué ça, 1500$. La gueule m'a tombé. J'ai dit, j'ai plus de bargaining power avec mon propriétaire, c'est foutu. C'est ça, ça a commencé de même il y a 4-5 ans. Les logements ont commencé à changer. Cette compréhension-là des dynamiques immobilières de la gentrification peut installer le doute chez les locataires. Pourquoi vendra-t-il pour profiter de la hausse des prix du marché et refermer ce différentiel-là? Si je lui demande des travaux, il va me dire hey, si tu veux, va-t'en, parce qu'anyway, il pourrait leur louer en faisant 3-4 réparations puis en triplant le loyer. Donc, ça fragilise la position des gens dans leur demande, dans leur relation locative avec le propriétaire. Mais on est à l'état de la perception, on est dans le perceptuel, on est dans qu'est-ce qui va se passer, dans l'incertitude, dans le risque, dans toute cette. On peut se faire des scénarios où les personnes angoissées, puis avec les problèmes de santé mentale, ici, ça ne se passe pas nécessairement bien parce qu'on peut anticiper. Alors là, les situations ne se passent pas nécessairement. Moi, j'avais une madame très angoissée, je l'ai revue 5 ans après, puis finalement, toujours chez elle. Mais ça a le potentiel de aussi évoluer en menace directe. C'est quoi la menace directe? Ça révèle une intention claire, quoique pas nécessairement efficace, de la part du propriétaire en fait d'établir un rapport de force, soit pour hausser le loyer ou pour provoquer un départ qu'on dit réactif. Sur le terrain, j'ai documenté 2 moyens principaux, évidemment, la négligence de l'entretien et les rénovations, on pourrait dire les rénovictions. Et deuxièmement, l'abus psychologique. Bon, évidemment, ces 2 techniques-là peuvent se combiner et se combinent souvent. Jean Boisvert déplore le laisser-faire de son propriétaire d'avoir un problème de tuyauterie, un problème qui dure depuis plusieurs années. Il croit que cette négligence intentionnelle s'inscrit dans une stratégie plus vaste, à plus long terme de son propriétaire. Lui, ce qu'il voudrait, c'est que je crisse mon camp pour faire des condos comme tout le monde. En envoyant une mise en demeure à son propriétaire, il a réussi à obtenir cette réparation dont il traite plus haut, mais qui lui a quand même redonné l'eau chaude. Cet abandon relatif des travaux pourrait même constituer pour le propriétaire une stratégie pour nourrir son départ. Donc, on le sait, ça s'appelle le winkling. Et donc, on néglige les travaux, on laisse l'appartement dépérir et on espère le départ réactif de la personne qui partira par elle-même parce que ça n'a plus de bon sens de vivre là. Sauf que quand les gens n'ont nulle part où aller, ben, ils restent. Donc, au lieu de remplacer la tuyauterie dans son entièreté, le propriétaire choisit l'option la moins chère en faisant appel à un homme de main plus ou moins compétent qui a reçu le mot d'ordre de faire vite à moindre coût. Donc, en le privant d'une quantité d'eau chaude suffisante, il lui envoie un message clair, sa qualité de vie est loin d'être une de ses priorités. Donc, on se trouve avec un gros problème ici de capacité au maintien dans les lieux, surtout pour les personnes vieillissantes qui ont parfois des problèmes de santé. Donc,
Mais les gens à qui j'ai parlé avaient une extrêmement grande résilience, une capacité de subir des situations terribles. C'est des personnes extrêmement battantes. Et souvent dans les comités, on me disait, c'est la pointe de l'iceberg. Les gens à qui tu parles, c'est vraiment les plus, évidemment, ceux qui ont des parcours d'engagement aussi dans leur vie, ceux qui se sont battus dans les années 70. Bon, c'est des gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Jacqueline Beausoleil, toutes les pressions que ma propriétaire m'a fait vivre. À un moment donné, il revenait de salle de bain qui fait défaut, je l'appelle. Elle me disait toujours avant de partir, éventuellement, je vends votre logement. Ça, en 43 ans, peut-être pas en 30 ans, j'ai entendu ça au moins 10 fois. Donc, à chaque fois qu'elle venait la voir, elle disait, je vends votre logement. C'est pour installer une situation de menace directe, installer le doute et obtenir le fait que la locataire va partir d'elle-même. Comme ça, la propriétaire n'a pas à aller à la régie, n'a pas à s'encombrer de démarches légales. Ça, c'est courant, on s'entend. Vous voyez déjà ça. Alors, ça amorce une guerre d'usure avec le propriétaire. Le propriétaire peut alors mettre une gradation dans les moyens employés. Tout dépend de la force de ces mesures et de la capacité des locataires à résister. Maintenant, les expulsions. Okay? Dernier cas de figure. Cas de figure variés. J'ai rencontré des personnes dont le départ était imminent. Certaines personnes n'ont pas vu les signes avant-coureurs de ce processus. Brigitte Laperrière a résisté à des menaces directes et à l'expulsion réactive pendant plusieurs années, jusqu'au jour où elle a dû quitter en raison d'une décision de la régie du logement. La personne voulait loger son fils, mais elle disait que c'était probablement frauduleux. Au Québec, un propriétaire qui désire expulser une locataire vieillissante et qui n'a pas peur de contourner la loi parvient généralement à ses fins. Le laxisme de la régie qui n'a pas les moyens vraiment de coincer les propriétaires de mauvaise foi. À prouver la mauvaise foi du propriétaire à la régie, c'est très difficile. Avec quelle preuve? Toute l'intimidation qui se fait, si elle n'est pas par écrit, est très dure à prouver aussi. Vous en savez quelque chose? Donc, cette intimidation-là qui se fait souvent par téléphone ou en personne, c'est dur de constituer une preuve. L'île Poisson. Le propriétaire a vendu parce qu'il trouvait que les taxes étaient trop chères et il n'était plus capable d'arriver. Il a vendu en sauvage, il n'avait averti personne. La première chose qu'on a su, le nouveau propriétaire, un petit promoteur, est arrivé puis il m'a donné un avis d'éviction. On était au mois de décembre, il voulait que je m'en aille au mois de janvier. Ce qui ne respecte pas les délais, évidemment. Sauf que elle savait que la vie ne respectait pas la loi. Elle ne voulait pas aller à la régie du logement parce qu'il se disait qu'il m'aurait donné juste 3 000 $ ou l'équivalent de 3 mois de loyer environ. Mais elle, ce qu'elle a fait, c'est négocier avec le propriétaire. Elle a quitté l'appartement avec 8 000 $. Donc, le non-recours au tribunal, dans son cas, c'est une volonté d'avoir une compensation supérieure à ce que le tribunal même aurait donné. Donc, ça peut expliquer en partie un certain non-recours à ce tribunal-là. Donc voilà, des cas comme ça, c'est assez courant. Donc évidemment, quand il y a une transaction, quand il y a un changement de propriétaire, attention. Là, ce qu'on voit aussi sur le terrain, c'est évidemment un logement, un triplex. Un triplex, ça va beaucoup mieux quand il est vide. Donc, les propriétaires arrivent avec cette négociation-là informelle. Donc, je te donne 4 000, 8 000. Bon, ça se peut que les gens acceptent, ça se peut qu'ils résistent. Ça dépend aussi des parcours de vie. On ne jugera pas les gens d'accepter le montant. Évidemment, c'est une situation assez problématique, mais c'est sûr que ça laisse la porte ouverte à tout un tas de situations qui ne sont pas monitorées, si on veut, par l'appareil juridique ou par l'appareil législatif. Parce qu'évidemment, il faut amener soi-même, sauf dans certains cas, évidemment, je pense que l'éviction, le propriétaire doit lui-même ouvrir le dossier, si je ne m'abuse, dans une contestation de ça. On a réagi? Oui, c'est ça. Donc, mais par contre, dans plusieurs pays, il faut quand même y aller, il faut se défendre, etc. C'est pas tout le monde qui a cette capacité. Pour finir, OK, avant la discussion, il me reste environ 2-3 minutes. Quel rôle jouait la participation, mais surtout, quelles étaient leurs perspectives futures? Donc, évidemment, les gens avaient une capacité marquée à l'indignation, à la combativité. Il y avait des parcours d'engagement précédents. Ils trouvaient dans les comités de logement une sociabilité, la capacité de voir d'autres gens, de partager leurs problèmes. Mais surtout, moi, ce que j'analyse, c'est surtout le sentiment de pouvoir recourir à quelqu'un ou des conseils si un problème se présente. Rédiger mise en demeure, bon, faire le processus de se dire, OK, on est appuyé, on peut y aller, je ne suis pas seul. Les locataires que j'ai parlé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était le cas de Pierino qui voulait rester chez lui, mais la totalité des gens que j'ai parlé ne voulaient pas rester chez eux. Parce que, comme je l'ai dit, les appartements étaient mal isolés, froids, hantés par des relations avec un propriétaire véreux. Donc, les gens, c'est plus propice au vieillissement, les deuxièmes étages, ça ne marche pas. Donc, les gens, ce qu'ils voulaient, évidemment, c'est aller en coop. C'est aussi les comités de logement peuvent aider, aussi avec les listes de requérants, aller en HLM. Il y a plusieurs qui étaient sur les listes de HLM depuis 8 ans. Évidemment, ça prend 8, 9,
10 ans même. Il y en a d'autres qui se mettaient membres fondateurs de coopératives. Encore là, le fait d'appartenir à un comité logement peut aider à ce genre de projet-là. Donc, la totalité voulait en fait rester dans leur quartier, mais dans une coop ou un logement social. Donc, avoir une sécurité d'occupation, payer un 25 de son budget au loyer fixe, je ne me ferai pas mettre dehors, c'est adapté, il y a des ascenseurs, il y a une rampe, je peux monter. Donc, cette volonté-là, contrairement à ce qu'on pense, les politiques publiques se disent oui, on veut permettre aux gens de rester chez eux, chez elles le plus longtemps possible. Dans le parc locatif privé, chez les locataires à faible revenu, c'est pas nécessairement vrai. Ce que j'ai documenté, c'est que les gens veulent du logement social, évidemment. Une sécurité d'occupation, ils ne veulent pas se faire mettre dehors à 78 ans parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller en résidence privée. Un coût moyen dans la région de Montréal, environ 1 900 $ par mois, un repas par jour, service de base. Ça, c'est le prix minimum. Là. On est facilement dans le 3 000 à 4 000 $. Ces gens-là, ils n'ont pas cet argent-là. Ils ont un revenu maximum d'environ 1 500 $. Ils n'ont pas de famille non plus pour les aider. Le logement social, bon, c'est ça qu'ils veulent, mais c'est un peu couché l'avenir. Ils ne veulent pas non plus s'exiler à Rivière-des-Prairies ou même en région, parce que, je veux dire, ils connaissent personne là-bas. Donc, évidemment, c'est un gros problème. Donc, ils sont pognés pour rester chez elles le plus longtemps possible en attendant d'avoir un logement social, donc dans une espèce d'incertitude dans est-ce que je vais me faire évincer cette année, est-ce que je vais recevoir une lettre à Noël qui va me sommer de quitter. Donc, le gros problème, évidemment, c'est des problèmes à plusieurs échelles. Je termine après ça. Les pensions qui ne sont pas assez indexées au coût de la vie, puis le coût de la vie qui reflète, les mesures du coût de la vie qui ne reflètent pas du tout. Puis là, vous pouvez faire ce travail-là au prémisse aussi, le prix de l'alimentation, de l'énergie, des loyers qui augmentent beaucoup plus rapidement. Même le prix médian du loyer à Montréal, selon la CHL, c'est 839 $. Ça ne reflète pas le marché qui augmente beaucoup plus rapidement que les mesures de la CHL. Donc, c'est des problèmes méthodologiques aussi. Deuxièmement, les femmes, le problème du sexisme, les parcours de vie. Puis là, on ne parle même pas des personnes racisées, okay? Qui est tout un autre domaine aussi, dont les parcours de vie peuvent influencer la capacité au maintien dans les deux. Ça, c'est mon travail de post-doctorat, je vous en parle dans quelques années. Évidemment, la pression de la gentrification, puis là, j'en ai pas parlé, mais le parc locatif se rétrécit. On a de moins en moins d'appartements locatifs parce qu'ils sont convertis en condos. Il n'y a plus de construction de condos, il n'y a pas assez de logements sociaux, évidemment. On aura besoin quoi, c'est le cap petit condo, 200 000. J'ai une quantité absolument faramineuse de logements sociaux pour loger les personnes qui payent plus que 30 % de leur revenu au loyer. Et évidemment, les politiques publiques provinciales misent sur l'adaptation des domiciles et du cadre bâti. Donc, ils vont donner des aides, comme le programme d'adaptation du domicile, mais aussi des aides spécifiques au vieillissement pour adapter les maisons. Sauf que c'est toujours pensé pour le résidentiel, pour les propriétaires. C'est jamais pensé pour les locataires. Si vous avez vu le rapport du Conseil des Montréalaises publié récemment sur le handicap, ils ont documenté que les propriétaires étaient très réticents au programme d'adaptation du domicile. Pourquoi? Parce que ça réduit la valeur des logements, parce qu'ils ne veulent pas installer une barre, parce que, tu sais. Donc, l'adaptation du domicile, le vieillissement sur place dans le parc locatif privé, il y a certaines personnes qui le veulent, certaines personnes qui veulent s'en aller. Le surplace, ça ne veut pas nécessairement dire le logement, ça veut surtout dire le quartier et les liens sociaux qu'on a pu développer. Donc, il faut essayer de repenser ces politiques-là, puis on peut en discuter maintenant, parce que là, c'est terminé. Voilà.